Chers amis, merci de me rejoindre une fois de plus. Nous avons vu dans le chapitre précédent les procédures qui, statistiquement parlant, nous donnent les meilleures chances de fermer le trou et d'obtenir pour le malade la meilleure récupération visuelle. J'aimerais maintenant rentrer un peu dans la technique chirurgicale et vous expliquer quelques détails de ma procédure. Attention, je me suis arrêté d'opérer en juin 2016, ce qui signifie que je n'ai que très peu utilisé le 25 gauche et que je n'ai même pas touché au 27 gauche qui n'existait pas alors. Je n'aborderai donc pas tout ce qui peut être incompatible avec ce format d'instrument. Je ne vous parlerai pas non plus de l'inverted flap technique, même si j'en ai parlé très souvent et très longtemps avec mon grand ami Jerzy Nawrocki, mais je n'ai pas suffisamment effectué ce genre de procédure pour vous en donner des conseils. D'une façon générale, la procédure chirurgicale pour un trou maculaire standard n'est pas plus facile que celle pour un œdème maculaire. Elle est même un peu plus complexe. Toutes les exigences en matière d'illumination, de visualisation et de coloration des tissus trouvent donc dans le trou maculaire encore plus leur sens que dans l'œdème maculaire. Je ne les répéterai pas. Ceux qui veulent les revoir peuvent se référer au chapitre sur l'œdème. Simplement, juste un mot sur les trous maculaires du myope fort qui sont, eux, infiniment plus compliqués à opérer du fait du faible contraste après coloration, de la finesse et de l'adhérence de la limitante interne, mais aussi et surtout du positionnement très verticalisé de la pince, comme si on travaillait au fond d'un puits, empêchant de poser les mains de part et d'autre de la tête du malade et obligeant à travailler en suspension. Plus que jamais, dans ces cas, je vous recommande de ne placer que 2 trocars, de faire 2 entrées dans l'œil, et pour l'éclairage, d'utiliser la lampe à fente opératoire du microscope de façon à pouvoir vous sévir de la deuxième main pour stabiliser votre pince et éviter les tremblements liés à ce positionnement tout à fait inhabituel. Si vous n'avez pas de lampe à fente opératoire, vous pouvez utiliser des chandeliers au risque d'entraîner de petites incarcérations vitréennes. Je vais donc simplement vous parler des moments dans cette chirurgie du trou maculaire qui diffèrent de ceux de la chirurgie de l'œdème. Le premier moment, qui diffère un peu de la vitrectomie de la chirurgie de l'œdème, est la vitrectomie postérieure, car pour les stades 1, 2 et 3, par définition, il n'y a pas de décollement postérieur du vitré et il est donc essentiel de le créer. J'ai déjà abordé ce problème dans l'œdème, mais de façon rapide et j'aimerais m'y arrêter un peu plus longtemps maintenant. Si vous avez la chance d'avoir une machine équipée d'une pompe à contrôle du débit d'aspiration, vous allez pouvoir créer ce DPV très facilement et en toute sécurité en respectant les conseils suivants. Il vous faut tout d'abord connaître certains paramètres de votre machine avec notamment votre débit d'infusion maximum qui dépend de la hauteur habituelle du compte-gouttes de votre bouteille si vous utilisez la gravité ou de la pression que vous désirez avoir si vous utilisez le système PIO, du diamètre interne de votre ligne d'infusion et de sa fixation au trocar, un système high flow vous permettant un débit d'infusion beaucoup plus grand. Vous devez également connaître votre débit maximum d'aspiration dans l'eau. C'est simple, il suffit de vérifier à partir de quel débit le vide mesuré à la pompe atteint son maximum, par exemple moins 600 ou moins 650 mm de mercure. Deuxièmement, à partir de là, vous allez pouvoir choisir votre débit maximum d'aspiration que vous ne devrez pas dépasser et qui devra être inférieur à tout moment au débit maximum d'infusion pour éviter tout risque d'hypotonie. Attention,
Cela sous-entend que vous ayez un programme différent pour chaque calibre en gauge utilisé, puisque les infusions max sont différentes en fonction des gauges. Détail évident, mais cela va mieux en le disant, vous allez bien sûr mettre votre vide max au maximum de la capacité de la machine. Il ne sert à rien de brider la machine, vous pouvez en avoir besoin, vous pouvez avoir besoin de cette capacité max lorsque les fibres hyaloïdiennes feront une occlusion. Enfin, si vous voulez utiliser le système d'aide sonore que la machine peut vous fournir, et dont je vous ai parlé dans l'EDEM, vous devez bien connecter le son en fonction du niveau du vide que la machine va utiliser pour obtenir le débit demandé. Il ne sert à rien de mettre un son sur le débit que vous contrôlez à la pédale, puisque par définition, vous le contrôlez. Et puis, il va falloir peut-être réduire encore un peu votre débit d'aspiration max pour que dans l'eau, il ne dépasse pas moins 350 à moins 400 mm de mercure. Je m'explique. Quand vous passerez du vitré au BSS, le vide va alors passer de moins 600 à moins 350. Le son qui varie en fonction du vide va donc pouvoir changer de note et vous indiquer ainsi que vous êtes dans le BSS. Voilà. Une fois réglés ces paramètres, vous allez pouvoir travailler de façon plus sûre, plus efficace et plus rapide. Après avoir mis en place le trocard, vous allez rentrer votre vidéotome et plonger directement vers le pôle postérieur en appuyant à fond sur la pédale. Personnellement, j'aimais enlever légèrement plus de vitré dans le trou maculaire que dans l'œdème, en élargissant un peu la vitrectomie dans le vitré central, à seule fin de faciliter l'injection de gaz. Vous allez alors travailler en écoutant bien le son produit par la machine. Vous vous garderez bien d'aller contre la rétine, vous resterez à 3 mm du pôle postérieur, de façon à laisser une belle galette de hyaloïde adhérente à la rétine. Le son connecté au vide va monter au fur et à mesure que le vitré va remplir le tuyau d'aspiration jusqu'à la pompe. Lorsque le tuyau sera rempli de vitré, la pression mesurée à la pompe indiquera moins 600 mm de mercure. Petit à petit, vous allez créer une lacune centrale remplie de BSS et ce BSS, rentrant dans le tuyau, va réduire la viscosité de la colonne de fluide aspirée et la dépression mesurée à la pompe va donc baisser. Vous entendrez un changement de son et vous saurez que vous êtes dans le BSS. Vous allez alors plonger dans la galette vitréenne adhérente en arrêtant de couper. Le son va subitement monter car les fibres hyaloïdiennes vont rentrer dans la porte du vitréotome, créer une pseudo-occlusion et entraîner une dépression à la pompe de moins 600 mm de mercure. Par un simple mouvement d'arrière en avant, vous allez amener la hyaloïde dans la lacune centrale que vous avez précédemment créée. Puis vous allez goûter cette hyaloïde et vérifier par un rapide tour proche de la rétine que tout a été enlevé. Vous pourrez alors retirer votre vitréotome, vous aurez fait une vitrectomie et la création du DPV en moins de 2 minutes. Pourquoi est-ce que cela a été si facile? D'une part, parce que cette aide donnée par le son vous a montré les variations de vide en fonction de la quantité de vitré présente dans le tuyau d'aspiration, aide impossible avec une pompe Venturi puisque le vide est commenté à la pédale, mais aussi parce que lorsque la hyaloïde provoque une occlusion, la dépression dans le tuyau d'aspiration peut monter jusqu'à moins 600 ou moins 650 mm de mercure, vous donnant donc une force de traction très importante, mais sans risque d'hypotonie au moment de la rupture d'occlusion, comme cela peut être le cas si vous utilisez une pompe Venturi. Voilà. Les techniques d'injection et d'extraction du bleu de Koumassi ne vont pas différer de celles de l'EDEM.
Pour ce qui est du peeling de la limitante interne, vous pouvez soit réaliser, comme dans l'œdème, la faire sans vous soucier du trou. Ma préférence allait à faire un rexis en colimaçon autour du trou, de façon à n'exercer aucune traction sur les bords. Vient alors le problème du tamponnement et nous allons nous y arrêter. Quels sont les buts de cette injection? Premièrement, de fermer le trou pendant 4 à 5 jours comme on l'a vu dans le IVRS Macular Hole Study. En fait, 2 jours sont probablement suffisants dans un petit stade 2, mais 4 à 5 jours sont souhaitables dans un large stade 4 car la surface que la prolifération gliale va avoir à combler va être plus importante. Le but est de fermer le trou, il n'est pas d'appuyer sur le trou. Et si c'était le cas, une bulle de silicone ayant une force d'appui 10 fois inférieure à celle de l'air ne pourrait pas marcher. Non, le but est simplement de boucher le trou en offrant un plan de prolifération aux cellules gliales. Le deuxième but est de ne pas trop perturber le patient et ceci nous incite à nous pencher, c'est le cas de le dire, sur le problème de la position bulle. En période de confinement, on voit déjà la difficulté de rester chez soi, mais si en plus on doit regarder par terre, à la verticale et a fortiori si on a un problème d'arthrose cervicale, je ne vous dis pas. Je me souviens en début de carrière, j'ai personnellement entendu plusieurs malades me dire lors du contrôle à 1 mois, je ne sais pas si ça va guérir ou non docteur, mais la position, plus jamais. Ces deux buts nous font donc exclure immédiatement le silicone qui, d'une part, réalise un tamponnement moins efficace étant donné son hydrophobie, mais aussi oblige à effectuer une vitrectomie complète et bien sûr oblige à une réintervention. Alors, je sais bien qu'il y a certains opérateurs en Belgique ou aux Pays-Bas ou ailleurs qui traitent systématiquement leur trou maculaire par phaco, mise en place d'un implant, vitrectomie totale, photocoagulation au laser sur 360 degrés et injection en silicone, mais là, on est dans une autre sorte de chirurgie, on est dans une chirurgie maxi-invasive. Non, l'idéal serait d'avoir un tamponnement de 4 jours, sans positionnement, qui disparaît spontanément au 5e jour. De quelle quantité de gaz a-t-on besoin pour boucher le trou lorsque le malade regarde droit devant lui en position primaire, par exemple en regardant la télévision? On a besoin sur un œil hémétrope de 2,7 cc. On peut donc avoir jusqu'à 1,3 cc d'eau sans que cela empêche le tamponnement du trou. Par contre, il faut que ces 2,7 cc restent présents pendant 4 jours. Comment va-t-on faire pour obtenir ça? Pour le comprendre, il faut être conscient des propriétés d'expansion et de résorption des gaz. L'air n'a pas d'expansion. Sa résorption rapide dans le sang circulant lui confère une demi-vie de 1,3 jours. Il disparaît après 5 à 6 jours. Malgré un échange complet, au bout d'un jour, la bulle fera moins de 2,7 cc et ne tamponnera donc plus le trou en position primaire. Donc, sauf à faire une inverted flap technique, on doit l'exclure. Le volume d'une bulle de C3F8 est multiplié par 4 en 3 jours avec une demi-vie après expansion de 7 jours et demi et une disparition après 55 à 65 jours. On évitera donc le C3F8. Il n'est pas logique de gêner le malade pendant tant de temps quand on n'a besoin que d'un tamponnement de 4 jours.
Le volume d'une bulle de SF6 est multiplié par 2 ou 2,1 au bout d'un jour, c'est-à-dire 24 heures, avec une demi-vie après expansion de 2 jours et demi et une disparition après 14 à 18 jours. C'est donc ce gaz qui nous semble le plus convenir à nos exigences. Voyons les façons de faire. 1,8 cc de SF6 pur peut être injecté dans un œil hémétrope FAC sans aucun risque, puisque la bulle pourra largement doubler. Cependant, pendant les 10 premières heures, le temps que la bulle arrive à 2,7 cc, vous devrez demander au malade de baisser la tête pour permettre à la bulle de tamponner le trou. La technique classique, elle, passe par un remplissage complet de la cavité vitréenne par un mélange d'air et de SF6. Le problème, c'est que le seul volume libre disponible pour permettre l'expansion du SF6 va être le volume libéré en 24 heures par la résorption de l'air injecté. Le mélange global ne peut pas être expansif, puisqu'il remplit déjà tout l'œil. C'est pourquoi l'usage est de n'utiliser qu'un mélange à 20% de SF6. Qu'est-ce que ça va donner sur un œil FAC hémétrope? 20% de SF6, ça veut dire 0,8 cc de SF6 et 3,2 cc d'air. La moitié de l'air sera résorbée après chaque période de 1,3 jours. Le SF6 va doubler en 24 heures et on retrouvera 0,8 cc 2 jours et demi après son expansion. Les 2,7 cc nécessaires au tamponnement ne seront donc maintenus que pendant 1 jour et demi. Certains opérateurs prendront le risque d'injecter un mélange à 25%, ce qui permet un tamponnement pendant 2 jours en position primaire. Mais quoi qu'il en soit, cela reste insuffisant, au moins pour les stades 3 ou 4. C'est pourquoi je vous propose la technique suivante. 3 cc d'un mélange à 50% de SF6 sont injectés dans un œil hémétrope FAC, 3,3 cc dans un œil pseudo-FAC. Le trou est donc immédiatement tamponné puisqu'il y a plus de 2,7 cc. Mais cela laisse 1 cc de BSS disponible pour amortir l'expansion du SF6. En effet, la résorption du BSS est plus rapide que l'expansion du gaz. 1,5 cc de SF6, c'est presque le double de ce qui est injecté dans la technique classique. L'air va se résorber comme vu précédemment, le SF6 va doubler en 1 jour, et donc à 24 heures, il ne restera plus que 0,8 cc d'air, le mélange atteignant alors un maximum de 3,8 cc. Les 2,7 cc nécessaires au tamponnement du trou seront maintenus pendant 3 jours, soit presque le double de ce qui est obtenu dans la technique classique. Alors vous allez me dire, 3 jours, ce n'est pas suffisant pour les grands trous de stade 4. C'est vrai. Et lorsque c'était le cas, je dois vous avouer que je trichais un peu, en demandant au conjoint d'enlever la télé du meuble et de la placer sur le sol, de façon à ce que le malade soit obligé de baisser un tout petit peu les yeux, ce qui prolongeait le tamponnement d'une journée. Mais le deuxième gros avantage de cette technique est sa simplicité. Une seringue de 5 cc est remplie de SF6 pur. 2 cc de SF6 sont mélangés à 2 cc d'air avant de fixer une aiguille 30 gauge. Une aiguille de 25 gauge, une aiguille orange, celle qui fait 17 mm de long, est entrée dans l'œil en visant la macula. Quand le BSS apparaît dans cette aiguille orange, l'injection commence. Elle stoppera lorsque des bulles de gaz apparaîtront dans l'aiguille orange, c'est-à-dire en principe
lorsque 3 cc sur un œil phaque et 3,3 cc sur un pseudo-phaque auront été injectés. La procédure aura duré moins d'1 minute. Pas besoin de prescrire d'hypotonisant aux malades, ni en comprimé, ni en collyre. Je n'ai jamais eu d'hypertonie oculaire avec cette technique. Voici donc, mes chers amis, les petits conseils que je voulais vous donner. Je pourrais vous en ajouter d'autres, comme comment éviter d'injecter sous pression ou comment éviter que le vitré vienne s'incarcérer dans l'aiguille orange. Mais ça prendrait pas mal de temps et j'ai peur de vous lasser. Envoyez-moi des commentaires si des choses restent obscures. Envoyez-moi des encouragements si vous pensez que je devrais continuer des chapitres, par exemple sur la vitrectomie ou sur la stratégie dans le décollement de rétine. À bientôt donc peut-être. Prenez bien soin de vous.